Bonsoir. Est-il dangereux aujourd'hui de porter une kippa, ce couvre-chef religieux dans les rues en France? C'est ce qu'affirme une vidéo postée et visionnée par 5 millions de personnes sur Internet. Envoyé spécial a enquêté. Et puis reportage inédit au cœur des commissions de discipline dans les prisons. Elles jugent les infractions commises par des détenus, comme par exemple insultes, violences ou encore usage de drogue. Enfin, ce sont les meilleurs élèves du monde. Ils étudient sur les bancs des écoles de Shanghai, la capitale économique chinoise. Quelles sont les recettes de leur succès et de leur excellence? Restez avec nous, c'est tout de suite dans Envoyé spécial. Bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette soirée d'information. Est-il dangereux pour un juif de porter une kippa en France? La question est dérangeante. Elle a été posée par un journaliste israélien un mois après les attentats de janvier dernier qui ont fait 20 morts. Sa réponse? C'est une vidéo qu'il a postée sur Internet et qui a fait le tour du monde. L'expérience pour lui est sans appel. Marcher dans les rues de Paris avec une kippa revient à essuyer insultes, crachats et à coup sûr prendre un risque pour sa vie. Comme dit-il, marcher dans Ramallah, une ville palestinienne. Alors nous avons refait ce test, le même procédé, mais pas avec les mêmes résultats. Et nous avons enquêté sur ces actes antisémites qui ont doublé en France depuis un an. Un reportage, vous allez le voir, qui questionne. Il est signé Thierry Vincent et Julien Nativel. Thierry nous rejoindra sur ce plateau pour nous parler des coulisses de son enquête. C'est un dimanche ensoleillé à Créteil, en banlieue parisienne. Je me suis invité à la fête. Une fête juive, l'Akba Omer. À la fois conviviale, avec stand, grillades et jeux pour enfants, et religieuse pour les plus orthodoxes. Une ambiance bon enfant, mais sous haute surveillance policière. L'écart de CRS rappelle que quelques mois après l'attentat de l'Hyper-Cacher, la communauté juive est toujours une cible potentielle. L'antisémitisme ici, personne n'aime en parler, mais tout le monde y pense. Chacun a sa petite anecdote, des injures aux agressions physiques que certains acceptent de raconter seulement sous couvert d'anonymat. Je me suis fait agresser à Gagny en espace de 6 mois, 4 fois, avec des propos très antisémites. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par exemple? Alors, dans une des agressions, ils m'ont dit carrément mort aux juifs, donc ça c'est clairement. J'ai un petit frère qui s'est fait frapper aussi. Ouais. Il s'est fait frapper alors qu'il était dans un parc public tout simplement. Les frappés, on l'a fait allusion au fait qu'il était juif? Ah bah bien évidemment parce qu'il était avec une kippa sur la tête. Ouais. Mon fils en primaire, on lui a dit, toi le juif t'es mort. Et les profs ont fermé les yeux. Ah oui. Et il a fallu que je demande s'il fallait que je lui remette l'étoile jaune. Entre 2013 et 2014, le nombre d'actes antisémites a doublé, bien avant la tuerie de l'Hyper-Cacher. Un mois après les attentats, une vidéo est apparue sur Internet. Un journaliste israélien, filmé en caméra cachée, marche dans Paris avec une kippa. Cette vidéo montre sur son passage des crachats et des injures. Ces images m'interpellent. Les agressions, les insultes sont-elles devenues monnaie courante? Est-ce la réalité que vivent les Juifs de France? J'ai voulu savoir. Alors j'ai mis une kippa et j'ai marché dans les rues et les cités. Et voici ce que j'ai vu. Ainsi commence la vidéo de Zvika Klein. Il affirme avoir circulé pendant 10 heures à Paris avec une kippa. D'abord dans le centre de Paris, puis dans des quartiers populaires. Sur ces images, le journaliste se fait interpeller. Il est pris à partie et parfois insulté. Le son n'est pas toujours audible. Il faut s'en tenir aux sous-titres, traduits en anglais,
hébreu et français. Cette vidéo a été vue 5 millions de fois et a fait le tour du monde. Comment a-t-elle été tournée? Et pourquoi? Dans l'article qu'il a écrit sur sa vidéo, Zvika Klein dit être accompagné d'un garde du corps, invisible à l'image, et d'un ami qui filme en caméra cachée. Le montage dure 1 minute et 36 secondes. Nul n'a vu l'intégralité de son tournage. Mais voici comment il analyse son expérience sur la chaîne américaine conservatrice Fox News. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou presse les Juifs d'Europe de partir et d'émigrer en Israël. Et pour une bonne raison, l'antisémitisme augmente. Avez-vous craint pour votre vie? Pensez-vous plus sage pour les Juifs d'Europe de partir? Oui, j'ai eu peur. Peur pour ma vie. J'étais une cible avec ma kippa. Ce dont nous parlons, c'est de l'antisémitisme des musulmans, qui ne reconnaissent pas le droit aux juifs d'exister et qui commettent des actes violents. Des propos condamnables par la loi française. Dans l'article qui accompagne la vidéo, Zvika Klein va plus loin. Dans le Paris d'aujourd'hui, certains quartiers sont interdits aux juifs. Puis il compare les rues de Paris à celles de Ramallah. C'était comme marcher dans la vieille ville de Ramallah. Quelques minutes de plus, et on se faisait lyncher. Son expérience dans mon propre pays me questionne. Alors j'ai voulu faire le même test. Je suis allé rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Je me suis acheté une kippa. Et j'ai marché à Paris, mais aussi à Lyon, à Strasbourg. J'ai pris le métro, le RER, le tram. Sans garde du corps, contrairement à Zvika Klein. Juste avec Julien, mon caméraman. Au départ, je n'emmène pas large. J'imagine que je vais subir des remarques désagréables, voire des injures. Mais je vais de surprise en surprise. Je rencontre surtout l'indifférence, et parfois même des marques de sympathie. Bonjour. Bonjour. Ah, merci. Salam alaikum. C'est Shabbat Shalom, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Bonne soirée. Alors, j'ai aussi marché la nuit. Je suis allé en banlieue, à Clichy, Aubervilliers, La Courneuve, Créteil, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. J'ai erré dans des quartiers dits difficiles. J'ai croisé des dizaines de groupes de jeunes. Bonjour. Vous promenez à la ferme? Hein? Vous promenez ici? Bah pourquoi pas? Oh, vous avez raison. Hein. C'est beau? C'est pas beau aujourd'hui, il fallait venir hier, il faisait beau. Ah, j'étais pas là. Bonjour. Bonjour. Oh, vous êtes donné avec la kippa normale. Hein. Bah, c'est la pourquoi première pas fois qu'on voit ça là ici. Ah bon, vous avez jamais vu ça? C'est la première fois. Ouais. Bah parce que souvent on dit que c'est dangereux alors. Bon. Non, il n'y a pas de dangereux, il n'y a rien, tout le monde s'en pète, on est tous pareils. Pas de... Ma voisine, c'est la voisine de ma mère, c'est une juive, ça fait 30 ans qu'elle habite à côté. Et pourtant on entend souvent parler de juifs qui se font agresser dans les banlieues. C'est des menteurs ça. Non, moi non, c'est pour ça. C'est journalistes, c'est pour nous donner une mauvaise image de la religion musulmane et des jeunes de quartier. C'est n'importe quoi, vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil, on va... Non, c'est gentil. Merci, hein. Au revoir. Des scènes comme ça, j'en ai accumulé des dizaines. Dans le quartier de Barbès à Paris, un groupe de jeunes tente même de me rassurer en me disant qu'ici je ne risque rien. Chacun sa religion, chacun fait ce qu'il a envie. Non, parce que chacun a des comptes à rendre à Dieu. Bah non, parce que c'est pas vous, hein. C'est pas vous personnellement. Dans les journaux. Attends, on vous fait une photo. Non, non. Là, tu l'as il faut le prendre aussi. Voilà, il faudra la foutre sur Facebook. Tous les réseaux sociaux. Bienvenue les mecs. Ouais, merci. Allez, merci, ça fait plaisir. Salut. Au total, j'ai marché plus de 120 km et enregistré près de 60 heures d'images. En 12 jours avec une kippa, je n'ai subi ni violence, ni injures. L'antisémitisme existe, tous les chiffres le disent. Mais comment une telle différence avec la vidéo de Zvika Klein est-elle possible? Qui est donc ce journaliste?
Je décide d'aller en Israël, à Jérusalem, rencontrer Zvika Klein pour lui raconter mon expérience. Je le retrouve devant le mur des lamentations. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. How are you? I'm fine. Désolé, je ne parle pas hébreu. Ah, it's okay. Et moi, je ne parle pas français. Okay. Première surprise, il ne vit pas en France et ne parle pas français. C'est un militant sioniste, ancien membre du service de communication de l'armée israélienne. Il a grandi dans une colonie juive. Il travaille pour un quotidien religieux et pour le site d'information NRG qui a publié la vidéo. Tous deux sont propriétés de Sheldon Adelson, un milliardaire juif américain, proche de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui incite les Juifs à quitter l'Europe pour venir en Israël. Je raconte à Zvika Klein mon expérience en caméra cachée, si différente de la sienne. Si vous n'avez pas eu de retour négatif, je suis heureux pour vous. Mais moi, j'ai vécu le contraire, et bien plus que ce qu'on voit dans la vidéo. Parce que cette vidéo pourrait être considérée par certains comme de la propagande. Dans la pensée sioniste, il y a le retour des Juifs en Israël. On n'a pas créé quelque chose qui n'existait pas. Je ne pense pas que les gens viennent s'installer en Israël à cause de cette vidéo. Cette vidéo, postée un mois après les attentats, a-t-elle pu attiser le sentiment d'insécurité des Juifs de France et les convaincre de partir, comme le souhaitait Benjamin Netanyahou? Difficile de l'affirmer, mais elle sert le propos. La poussée de l'antisémitisme en France reste une réalité incontestable. Des tags aux agressions physiques, le nombre d'actes antisémites a été multiplié par 2, passant de 423 en 2013 à 851 en 2014. Un antisémitisme qui peut prendre plusieurs visages. Jusqu'où peut aller la violence antisémite dans la France d'aujourd'hui? Je pars à la rencontre de ceux qui l'ont subi. Bonjour. Thierry Vincent, Oui, David. spécial. Enchanté. Enchanté. David est enseignant et juif pratiquant. Il a accepté de m'emmener là où il s'est fait littéralement passer à tabac en sortant d'un restaurant du 19e arrondissement de Paris. Quand je suis arrivé à peu près ici, les 3 personnes qui me suivaient m'ont attrapé. Donc je me suis retourné, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils ont commencé à m'insulter en me traitant de sale juif, fils de pute, tout ça. Et ils m'ont collé contre le mur en me bousculant. Ouais. Donc je suis arrivé. Ils ont dit sale juif. Ah ouais, sale juif, fils de pute, et puis d'autres mots aussi, en arabe aussi. Et donc ils m'ont collé contre le mur, et puis là, ils ont commencé à me tabasser à 3. Donc j'avais... Excusez-moi, ça... Oui, je comprends. Et au bout d'un moment, il y en a un des 3, celui qui était au milieu, m'a arraché ma chemise. Et avec un marqueur, il m'a dessiné une croix gammée sur le torse. David a pris une photo de ses blessures et de ce qui ressemble en effet à une esquisse de croix gammée. C'est pas moi personnellement qu'on a attaqué, c'était la communauté. Et puis encore dans un quartier juif aussi, justement. Et ça vous fait quoi de vous dire qu'on vous attaque parce que vous êtes juif? Bah, ça me révolte, parce que bon, moi je suis enseignant en lycée public, donc je côtoie beaucoup de toutes sortes d'élèves aussi, de toute origine, avec qui j'ai pas de problème particulier. Donc je respecte les personnes, et puis bon, il faudrait qu'on nous respecte aussi. Selon le ministère de l'Intérieur, 51% des actes racistes commis en France en 2014 étaient dirigés contre des juifs. Ils représentent moins de 1% de la population française. Garges-les-Gonesse, en banlieue parisienne. Plantée au milieu d'une cité sensible, la synagogue. C'est là que j'ai rendez-vous avec Alain Ben Simon, le président de la communauté juive locale. La synagogue a déjà été la cible d'attaques ou de tags antisémites. Il y a quelques années de ça, on a eu des impacts de balles sur la fenêtre. Donc on a souvent des tags sur la clôture de la synagogue. Donc on essaie d'être vigilant à ce niveau-là pour pas
les laisser trop souvent. Ici, c'était marqué l'anti-juif ou sale juif, nique le juif. Bon. Alors ça, c'était au mois de mars de l'année dernière. Bon, il y a eu aussi au mois de janvier des tags antisémites sur l'immeuble, dans une cage d'escalier. Vous avez une croix gammée, une croix gammée avec anti-juif. À force, les familles juives finissent par s'en aller. De 800 il y a 20 ans, elles ne sont plus que 300 aujourd'hui à Garges. Pour ne pas avoir à vivre comme des assiégés. Il y a 4 militaires oui. en armes, c'est depuis les attentats. Depuis les attentats, tout à fait, oui. Mais parce que ça fait un peu l'impression d'un bunker. Quoi, ah oui, non, mais ici c'est un bunker, tout à fait. D'ailleurs, oui, que c'est celui qui veut escalader. Bon, c'est vrai qu'il y a du boulot, mais... Il y a des pics, oui. Oui, oui, non, c'est un bunker, tout à fait. C'est pas très agréable, quand même. C'est pas très agréable, mais bon, on s'habitue. On s'habitue et puis ça ne nous empêche pas de vivre. Même si on comprend qu'il y a peut-être des moments où c'est un petit peu plus difficile quand ça chauffe, entre guillemets, en Israël. Bon, c'est vrai qu'ici, tout de suite, on fait l'amalgame. Et bon, le conflit israélo-palestinien dessert très souvent la communauté juive, qui en fait de compte n'a rien à voir avec tout ça. L'ombre du conflit au Proche-Orient pèserait-elle autant sur les relations entre juifs et musulmans de France ? J'ai entendu parler d'un homme qui veut renouer le dialogue entre les deux. Michel Serfati, le rabbin de Ris-Orangis. Bonjour. Bonjour. En 2003, son agression par des jeunes d'origine maghrébine fait la une des journaux. Le ministre de l'Intérieur de l'époque se déplace en personne à la synagogue de Ris-Orangis. Ils ne m'ont pas frappé d'abord parce que j'étais juif. Ils m'ont frappé parce qu'ils ont crié « Vive la Palestine », croyant que je représente le soldat de Tsahal dans sa lutte contre le petit Palestinien. Mais le rabbin n'a pas voulu en rester là. Il a créé la première association d'amitié judéo-musulmane. Depuis 12 ans, au volant de son minibus, il sillonne les quartiers sensibles pour faire tomber les préjugés et les barrières. Aujourd'hui, il m'emmène à Vénissieux, en banlieue de Lyon. Aux Minguettes, une cité mythique d'où est partie la marche des beurs en 1983. Là, on va attirer les regards. Sûrement. Le rabbin s'installe toujours au beau milieu de la cité. Avec son bus bariolé, il sait qu'il n'aura pas à attendre longtemps. Très vite, un homme l'interpelle depuis sa voiture. Ce que je comprends pas, vous exterminez les gens en Palestine là-bas et après vous dites venez en banlieue, vous ne pas. Je ne jamais sous l'idée. Pourquoi, monsieur? C'est la vérité. Vous dites quoi? Vous dites amitié musulman. Entre toi et moi. Ouais. Entre toi et moi, ouais. Ici en France. Ouais, c'est ça l'essentiel, en France. Mais là-bas, il se passe quoi là-bas? Moi, je ne vis pas là-bas et toi, tu ne vis pas là-bas. Ouais, mais il se passe quoi là-bas? On s'en fiche de ce qui se passe. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est toi. Ah non, on s'en fiche pas, nous, cousin. Non, on s'en fiche pas. En tout cas, on peut se saluer. Ouais, bien sûr. Et on peut se dire, on se revoit et on discute entre nous. Nous, l'islam, il nous dit quoi? Il nous dit même si on doit trouver un juif en galère, on doit l'aider. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de coloniser. Non, mais qui c'est vous? Tu peux me tutoyer, moi. Ouais. Moi, je m'appelle Michel. Non, ton c'est un prénom. respect, monsieur. Quel est ton prénom? C'est merveilleux. Tu as prononcé un mot qui me tient beaucoup à cœur. Tu as prononcé le mot respect. Ouais. Alors, moi, ça me ferait plaisir que tu stationnes et que tu m'accompagnes. Mais bon, c'est pas normal, en fait. Parfait. Le dialogue, entamé avec vigueur, se termine dans un sourire. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions? C'est habituel? Pour moi, elles sont naturelles, elles n'ont rien d'extraordinaire, elles ne me choquent pas, parce que c'est une réalité. Le tout est d'arriver à tendre la main, à faire sourire, puis de faire prononcer ce mot, le respect. Jeune homme, je peux t'offrir ça? Non, merci. Même de dire, non, tu es pour l'amitié entre juifs et musulmans? Non, merci. Tu n'es pas pour l'amitié? Merci. Michel Serfati y croit. C'est en allant au contact que les choses changeront. Salam alaikum. Salam alaikum. Blasmaak. Vas-y. Marhaba, comme on dit. Marhaban. Nous sommes une association et nous essayons de convaincre les juifs et musulmans de France de construire un vivre ensemble et pourquoi pas être amis.
quand c'est Pourquoi possible. dire pourquoi pas être? Pourquoi pas? Il ne faut pas mettre l'hypothèse, il faut dire il faut. Il faut. Que nous Vous soyons êtes pour. amis. Ben oui, Donc, bien sûr. Vous êtes péremptoire, vous êtes... Ah, mais moi, j'ai des amis de tous les coins du monde. Donc vous êtes favorable pour que juifs et musulmans en France, Mais c'est pas juifs et musulmans, c'est tout le monde. tous les citoyens. Et tous les citoyens, y compris juifs et musulmans, ensemble. Bon courage à vous, mais il n'y a pas d'agression. Il y a des imbéciles. Et Bravo. voilà. Et, Je vous et salue. courage à vous, en tout cas. Ça ne doit Merci pas être beaucoup. facile. Vous êtes musulman? Et vous êtes pratiquant ou pas pratiquant? Pas pratiquant. Bah, donc si tu rencontres des juifs, que tu dirais? Normal, s'ils me font rien, je leur fais rien. Oui. Le rabbin est plutôt bien accueilli. En 12 ans, il n'a pas subi de violence physique dans aucune des cités où il s'est rendu. Mais parfois quelques injures. J'ai envie de m'impliquer, de dire, on vient faire quelque part, on peut être tenté facilement. Michel Serfati en est conscient. C'est un travail de fourmi. C'est normal. Que certains événements, comme l'attentat de l'Hypercacher en janvier dernier, menacent de réduire à néant. Depuis, beaucoup de familles ne se sentent plus en sécurité en France et songent à partir. Comme David Calfon, je l'accompagne faire ses courses. Pas n'importe où. À l'Hypercacher de Vincennes, là où Amédi Koulibaly a tué 7 personnes. C'est la première fois qu'il y retourne. Il n'était pas là le jour de l'attentat, mais il était un client régulier du magasin. C'était l'endroit où j'avais effectivement l'habitude tous les vendredis de faire mes courses, comme on dit, nos courses pour Shabbat. Un petit coup de fil de ma femme en me disant voilà et voilà ce qu'il faut acheter. Et puis voilà, donc c'est un petit peu beaucoup d'émotion de revenir pour la première fois après. Un attentat dans un lieu si familier, c'est la violence de trop. David a décidé de quitter la France. L'appartement familial est déjà à vendre. Dans 2 mois, c'est le départ. Donc là, je suis en plein dans la préparation des cartons. Parce qu'on a le transporteur qui va venir d'ici quelques jours pour tout récupérer. Bonjour, comment tu t'appelles? Sacha. Sacha, moi c'est Thierry. David me présente sa famille. Bonjour. Voilà, ça c'est Léna. Ok. Ma fille. Bonjour. Donc prêt pour le départ? Ouais. Ouais. Voilà. Malgré son attachement à la France, la famille Calfon veut quitter un pays qui lui semble désormais hostile. C'est une accumulation de choses, d'événements. Ça a déjà commencé pour nous avec Ilan Halimi. Un mois pour Ilan Halimi. Ah oui. C'était quand même quelque chose de... On a commencé à y songer. Ouais. Ah, Mera, c'était terrible. C'était terrible, Toulouse. C'est bien quand même Israël. En 2006, Ilan Halimi est séquestré et torturé à mort parce qu'il était juif. En 2012, le terroriste Mohamed Merah assassine 7 personnes, dont 3 enfants à la sortie d'une école juive de Toulouse. 2 affaires qui ont bouleversé la famille Calfon. Et l'Hypercacher? À l'Hypercacher, ça m'a convaincu de ma décision. Moi, ça me fait mal, hein, quand même. Ça me fait vraiment mal. Parce que j'habite là, je vis là, j'ai grandi, voilà, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et voilà, c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, maintenant, voilà, il faut partir. On est ici en guerre contre l'islamo-fascisme. Ces gens ont déclaré la guerre à la France. Ces gens qu'on arrête chez eux avec des armes, des explosifs, je sais pas, c'est un mode militaire. Selon l'agence juive, 5100 Français ont émigré en Israël entre janvier et août, presque 2 fois plus qu'il y a 2 ans. L'antisémitisme a de nombreux visages, et je vais en découvrir d'autres. Je prends la route de l'Alsace, plus précisément de Saint-Réunion. J'ai rendez-vous avec Jacques Wolf, l'un des derniers juifs de la commune. 3 semaines après les attentats de janvier, alors qu'il se rend au cimetière israélite de la ville, voilà ce qu'il découvre. Donc là, on a la tombe du frère de mon grand-père, l'oncle Charles. Et ils ont tout simplement... Ils l'ont ouvert. Ils l'ont ouvert.
Ils ont comme les nazis s'étaient évertués à détruire toute forme de mémoire en cassant les épitaphes. Oui. Et encore une fois, on revit la même chose. 250 tombes ont été dégradées, la plus grande profanation qui ait jamais eu lieu en France. C'est la 5e fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le cimetière est dévasté. Ma première réaction, ça a été la colère. La colère parce que trop c'est trop. Ce cimetière aimerait certainement qu'on l'oublie, qu'il soit réhabilité et qu'on l'oublie. Un autre événement troublant a eu lieu le même soir, de l'autre côté de la ville. Un acte malveillant qui vise là encore des Juifs. Michael Müller et son épouse Maria m'emmènent voir ce qui reste de leur chalet. Il a été ravagé par un incendie criminel. C'est le chalet qu'a construit mon grand-père, à côté des tentes familiales. Ça s'est passé le soir même du saccage du cimetière. Et ça, c'est un incendie criminel ou ça peut être par accident? Non, clairement, c'est criminel parce qu'il a été saccagé avant. Il n'y a pas de source de chaleur à l'intérieur. Et pourquoi on s'en serait pris à vous? Parce que je suppose que mon épouse et mes enfants sont juifs et ça doit être la principale raison. C'est quelque chose de connu dans le village et on voit difficilement une autre raison. Les auteurs de la profanation du cimetière sont des jeunes de la commune, mineurs et alsaciens depuis des générations. Michael veut me montrer ce qu'il a découvert en regardant le profil Facebook de ces jeunes. On prend quand même les pièces. C'est des jeunes tout à fait normaux, ils viennent de classe moyenne, leurs parents ils sont profs ou conseillers municipaux, c'est des notables du coin. Il n'y a pas un musulman dedans. C'est des bons petits Alsaciens. Des fans de black metal, de références néo-nazis et de blagues antisémites. C'est un juif connard. Mais non, putain, sors la chambre à gaz. Parmi les amis des profanateurs, l'un d'eux a choisi le pseudo de Jolocaust. Un antisémitisme qui s'affiche de plus en plus ouvertement, jusque dans la rue. Paris, janvier 2014. Une manifestation d'extrême droite rassemble 20 000 personnes. Sur ces images, tournées et diffusées par un site d'extrême droite, des slogans d'un autre temps qui ressurgissent pour la première fois depuis la libération. Dans cette manifestation, les militants d'extrême droite voisinent avec des jeunes Français issus de l'immigration. Une alliance contre nature tout à fait nouvelle, selon Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite et de l'antisémitisme. À cette manifestation défilent, peut-être pas main dans la main, mais en tout cas côte à côte, et avec les mêmes slogans, sous les mêmes bannières, des gens qui, en principe, devraient défiler les uns contre les autres, parce que les uns sont musulmans, se réclamant pour beaucoup de formes de pratiques musulmanes, et les autres sont, alors c'est selon des néo-nazis, des néo-fascistes, ou autres composantes de l'extrême droite traditionnelle. Comment ces manifestants très différents ont-ils pu se retrouver sur la haine anti-juive? Internet y a sans doute contribué. L'antisémitisme s'y développe en toute liberté. Sur Twitter, le hashtag Un bon juif a fait fleurir les tweets antisémites. Quand je tape chambre à gaz sur Google ou YouTube, dès la deuxième ligne, apparaît le mot-clé « preuve ». Il renvoie à des vidéos négationnistes qui tombent pourtant sous le coup de la loi. Guilhem Fouettillou travaille pour une société de veille sur Internet. Il a recensé les sites français porteurs de discours antisémites. Il y en a plus de 600. Il a dressé une carte des connexions entre eux. On
voit par exemple qu'il y a des sites d'extrême droite, des sites conspirationnistes, des sites pro-palestiniens, des sites porteurs d'un discours plutôt de l'islamisme radical. L'univers extrême droite est le plus important aujourd'hui dans cette carte-là. On est principalement dans une extrême droite traditionnaliste, conservatrice, réactionnaire, nationale, et qui en général va mettre dos à dos d'ailleurs le judaïsme et l'islam. C'est une extrême droite chrétienne, et qui est autant antisémite qu'elle va être anti-musulman et anti-islam. Chaque site renvoie à un autre et forme une galaxie très influente. Il y a une stratégie d'occupation du web qui est extrêmement professionnelle et qui est du niveau des meilleures marques, des meilleures entreprises, des plus grandes marques dans le monde. Donc ils sont présents sur l'ensemble des canaux que propose le web. Ils sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur les blogs, dans les forums. Chaque fois qu'un site est interdit, eh bien, il y a une stratégie de réoccupation du territoire, c'est-à-dire qu'ils vont réouvrir de nouveaux sites et ils essaient de toucher le maximum de public, de cibles, en étant sur des principes de citation réciproque, de répétition du message et d'occupation maximale du territoire. C'est des techniques d'occupation quasiment de guérilla sur le web qui sont extrêmement affûtées et très efficaces. La sphère antisémite gangrène le net et nombre d'adolescents qui passent des heures sur le web subissent leur influence. Je vais rencontrer un homme qui veut lutter contre les préjugés antisémites dès le plus jeune âge. Allez, on y va. Bon, c'est moi qui ai les tickets, hein, donc venez. Yanis Roder est professeur d'histoire depuis 10 ans en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il emmène une classe de 3e visiter le camp de Drancy. C'est bon, là, tout le monde, là? On n'a pas perdu le risque, non, c'est bon? Ici, vous êtes juste en face de ce qu'était le camp d'internement. Voilà, le camp d'internement était là. C'est-à-dire, c'est cette cité en U, là, dans laquelle les gens étaient enfermés avant de partir en autobus pour la gare du Bourget, où on est arrivés, nous, et de là, vers la Pologne et principalement à Auschwitz. 67 000 juifs ont été internés ici entre 1940 et 1944. Et quel est le dispositif de surveillance qui va être ajouté? Il y a 2 rangées de barbelés tout autour du bâtiment. Cette leçon d'histoire in situ semble captiver les élèves. Le bâtiment qui est en face, le bâtiment... Qu'est-ce que tu as pensé de la visite? J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Quoi, par exemple, tu as appris que tu savais pas? Il y a beaucoup de morts. Ouais. Il reste que 3 survivants. Attends, ça va être différent dans notre façon de penser sur les juifs. Bon. Je suis hyper content. Vous avez été vraiment formidable. Vous avez donné... Changer le regard des jeunes sur les juifs, c'est aussi le but de la visite. Parce que ce que vous êtes capable de faire, hein, voilà, et vous l'avez fait très bien. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Voilà. Yanis Roder entend parfois des remarques antisémites dans ses classes. Il sait que les préjugés ont la vie dure. Il ne faut pas les nier. L'enseignement sert justement à les combattre. Il y a un antisémitisme réel en banlieue, qui est véhiculé notamment par les réseaux sociaux. Une partie des organisations politiques, une partie des syndicats, une partie des organisations antiracistes ont d'abord nié cet antisémitisme. Mais tout simplement parce que je pense que d'un point de vue idéologique, ça ne rentrait pas dans les cases. Nos élèves sont... vus par ces organisations politiques ou antiracistes comme des victimes sociales. Dénoncer l'antisémitisme d'une partie des gamins dans nos établissements, ce serait stigmatiser tous les gamins. Et ce serait stigmatiser tous les gamins d'origine étrangère. Mais en réalité, si je réfléchis 2 minutes à cela, c'est finalement ethniciser le débat que de dire ça. C'est-à-dire que personne ne dit c'est toute une communauté qui dit ça, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas généraliser, il ne faut pas voir que voilà, tout ne brûle pas, c'est pas vrai. On peut faire un vrai travail, on fait des choses formidables avec des élèves. Ça ne veut pas dire que tout va bien non plus. L'éducation, l'enseignement de l'histoire, c'est ce qui permet de déconstruire le discours antisémite. Mais il faut du temps. Oui.
Et pour les Calfons, le temps est venu de ne plus attendre. Ça passera jamais, ils vont s'arracher. C'est le jour du grand départ. La famille boucle les dernières valises. Toute une vie à emporter de l'autre côté de la Méditerranée, en Israël. Ça déborde de partout, hein. Ce n'est jamais facile de quitter son pays. À l'heure des adieux, Sacha, le petit dernier, a le cœur un peu serré. J'ai pas trop envie de partir parce qu'il y a tous mes copains ici et mes copines. Alors j'ai pas trop envie de partir. Mais sinon j'ai envie de partir, mais les copains ils vont venir en Israël, alors peut-être qu'on va se voir, mais je sais pas en fait. Les Calfons trouveront-ils en Israël une vie plus apaisée qu'en France? L'antisémitisme est-il si tenace qu'il faille aller chercher la paix dans un pays au cœur d'un conflit vieux de près de 70 ans? Thierry, c'est vous qui avez fait cette expérience que l'on découvre dans votre reportage. Comment est-ce que vous avez abordé, monté le dispositif pour tourner cette vidéo dans les rues de plusieurs villes de France? Alors d'abord, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes quelques mois à peine après la tuerie de l'hypercachère. Me reviennent en mémoire les images de Mohamed Merah, de Ilan Halimi, ce jeune juif torturé et tué parce qu'il est juif. Et évidemment, je suis très interpellé par cette vidéo vue par plus de 5 millions de personnes qui tente à démontrer qu'il est impossible pour un juif avec une kippa de se promener tranquillement dans Paris et les alentours. Donc je décide de refaire la même expérience. Je m'achète une kippa, je m'équipe d'une caméra cachée, je suis accompagné d'un caméraman. Donc le dispositif n'est pas tout à fait le même que dans la première expérience. Le dispositif n'est pas tout à fait le même parce que le journaliste israélien avait lui un garde du corps. Nous avons délibérément choisi de ne pas en prendre pour ne pas risquer de fausser le tournage ou peut-être d'être trop dissuasif en cas d'agression ou de provocation. Et moi, au départ, je m'attends à ce qu'il m'arrive la même chose qu'aux journalistes israéliens, bien sûr, voire pire. Je ne suis pas toujours, d'ailleurs, très rassuré, forcément. On commence à aller d'abord dans des quartiers plutôt tranquilles du centre de Paris. Il ne se passe rien. Nous allons dans des quartiers plus sensibles, dans la banlieue de Paris, de Lyon, de Strasbourg. Et puis, à ma grande surprise, il ne m'arrive pas du tout la même chose qu'aux journalistes israéliens. Bien au contraire, je rencontre essentiellement l'indifférence, parfois l'étonnement, et parfois aussi, plus surprenant, des marques de franche sympathie. Ce qui me fait dire que, finalement, pour terminer sur une note peut-être un peu positive, ce vivre ensemble qu'on dit si malmené, il existe encore. Il existe encore. Vous l'avez rencontré. Il existe encore, je l'ai rencontré, même si je tiens à préciser évidemment que la montée de l'antisémitisme est totalement incontestable, documentée par des plaintes de police. Alors Thierry, vous nous avez dit avoir dû surmonter une autre difficulté dans cette enquête, l'accès aux victimes de propos ou d'actes antisémites. Expliquez-nous. Oui, ça paraît assez paradoxal, mais la communauté juive, elle est désorientée. Elle est dans la douleur, elle est un peu déchirée entre deux sentiments contradictoires. Le sentiment de parler, de témoigner pour dénoncer, mais aussi la peur des représailles, tout simplement. Surtout quand on habite dans un voisinage qui n'est pas forcément facile, avec de la délinquance, etc. On peut comprendre que les gens n'aient pas très envie d'apparaître à un visage découvert. Et il y a une troisième chose, c'est, je dirais presque une espèce d'omerta, où finalement, on se dit qu'il vaut mieux pas trop en parler parce que ça risque d'embraser encore les choses, de mettre de l'huile sur le feu. Il y a même certains rabbins qui font un peu, je le sais, qui ont fait passer un peu la consigne de pas trop me parler, que c'était pas la peine d'en rajouter, qu'il vaut mieux finalement rester silencieux et mettre ça sous le boisseau. Merci beaucoup Thierry. La prison, les permissions de sortie et les évasions, ces sujets ont fait l'actualité ces derniers jours. Envoyé spécial vous propose ce soir un document exceptionnel. Pour la première fois, une équipe de reportage a pu filmer en milieu carcéral des commissions de discipline. C'est là
que sont jugées un certain nombre d'infractions commises par les prisonniers. Alors, comment sont sanctionnées les bagarres, les violences, les insultes ou encore l'usage de drogue? Et qui décide, prononce ces sanctions disciplinaires? Enfin, comment punir quelqu'un qui est déjà puni? Voici quelques-unes des questions abordées dans ce document. Il est signé Séverine Lebrun et Alexis Jacquet. Et Séverine nous rejoindra ensuite sur notre plateau. Maison d'arrêt de Nanterre, il y a quelques semaines. Lors de la promenade pour les détenus, sous le soleil. Bonjour. Comme chaque mois, Sylvie, enseignante à la retraite, vient participer à une commission de discipline. C'est une sorte de mini-tribunal pour juger les détenus qui ont enfreint le règlement de la prison. Bonjour. Sylvie va siéger avec le directeur de l'établissement, Jimmy Deliste, dans cette petite salle de quelques mètres carrés. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Je crois qu'on a 6 dossiers inscrits au 6 rôle. dossiers. J'aimerais qu'on fasse venir... Détention d'objets interdits comme les téléphones portables, insultes ou agressions. Cet après-midi-là, 6 détenus vont comparaître devant cette citoyenne, le directeur et un surveillant. Bonjour monsieur. Merci à vous. Bonjour monsieur. Kamel a 20 ans. Il est incarcéré à Nanterre depuis 5 mois. Bien, vous connaissez les raisons qui vous ont conduit à comparaître devant la commission de discipline, monsieur? Oui. Ok. Donc en fait, on vous reproche d'avoir trouvé dans votre cellule 2 portables, un chargeur de portable, un morceau de résine de cannabis. C'est ça, le 24 mars 2015. Oui. Vous confirmez les faits? Oui. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Voilà, le cannabis, on le fumait ensemble avec mon co-détenu. Et le téléphone, je le gardais pour quelqu'un. Le cannabis, vous le fumez? Parce que vous fumez du cannabis en détention? Ouais, j'ai fumé, mais là, j'ai pris des initiatives pour arrêter de fumer. Je vois un éducateur spécialisé dans le stupéfiant. Et comment vous procurez cette résine de cannabis? Comment vous la procurez? Moi, je l'ai acheté à quelqu'un, moi. Ici en détention? Acheté à quelqu'un. Et ça coûte cher? C'est un peu plus cher que dehors. C'est quoi un peu plus cher que dehors? Le prix peut doubler, peut doubler le prix. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Je suis arrivé, j'avais 19 ans, j'ai 20 ans ici en prison. Vous paraissez très jeune, là. Et vous fumez depuis très longtemps aussi? Ça fait 2 ans. 2 ans? Régulièrement? Régulièrement. Bien, donc vous avez conscience que tout ça, c'est interdit et répréhensible? Je sais, oui. Que vous allez probablement être sanctionné tout à l'heure par la commission de discipline? Oui, je sais. Vous savez ce que vous encourez comme sanction? Non. Bien. J'espère que ça sera pas trop grand. Bien, je vous remercie. Vous allez sortir, on va se revoir pour la décision tout à l'heure, monsieur. Les délibérations sont secrètes. Sylvie est là pour donner son avis, mais c'est le directeur qui a la décision finale. La sanction la plus dure et la plus crainte est le séjour en cellule disciplinaire. 9 mètres carrés, seul, enfermé 23 heures sur 24. Donc vous avez été sanctionné par la commission de discipline à 12 jours de cellule disciplinaire avec sursis, monsieur. Donc sursis actif pendant 6 mois. Grâce au sursis, Kamel n'ira pas en quartier disciplinaire, sauf s'il récidive. Essayez de faire quelque chose quand même de votre détention. Hein. Vous êtes jeune, c'est quand même important. J'ai demandé pas mal de choses, ça va se mettre en place. Bon. J'ai été privé pendant 3 mois comme un rapport, ça nous... Ah ben voilà, oui, en effet. Il y aura d'autres contrôles dans votre cellule, monsieur. Hein? Comment? Il y aura d'autres contrôles dans votre cellule. Je sais. Quel sens donner à une punition quand on est déjà derrière les barreaux? Comme Sylvie, près de 1000 citoyens tentent d'aider à juger les détenus. On les appelle les assesseurs extérieurs.
Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de les filmer dans leur mission, en immersion dans l'un des lieux les plus secrets du monde carcéral. Quel rôle jouent ces citoyens dans le huis clos d'une commission? Eric, 42 ans, est assesseur extérieur depuis 2011. Ce chef d'entreprise dans l'informatique dit apporter un regard neuf en détention. Je ne vis pas au jour le jour dans une prison, je ne subis pas ce que les détenus subissent entre eux ou se font entre eux, ni même les surveillants. C'est un métier, je vous assure, faut s'accrocher. Donc je pense que j'ai un regard extérieur qui me permet justement de poser les choses et d'apaiser la situation. Depuis 2 ans, il participe aux commissions de discipline du centre de détention d'Écrouves, une commune rurale à 30 km de Nancy. L'établissement accueille 270 hommes en fin de peine. Les détenus y passent quelques mois avant de retrouver la liberté. Alexandre Bouquet dirige la prison d'Écrouves depuis l'été 2013. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Il a 36 ans. Bonjour. 2 minutes? Non, c'est pas possible, il me faut un courrier. Mais je vous ai fait des courriers, chef, je vous m'appelez jamais. Il nous emmène à l'étage le plus surveillé de son établissement. Là où sont enfermés les détenus sanctionnés lors des commissions de discipline. Donc c'est ici ce qu'on appelle le quartier disciplinaire, c'est voilà, ça? C'est le quartier disciplinaire. Donc là, vous avez la coursive. Là, vous avez 4 cellules de quartier disciplinaire. Elles sont toutes identiques, hein, donc elles sont bâties sur le même modèle. 9 mètres carrés est le strict minimum. Les détenus y restent toute la journée. Ils ont juste droit à la lecture, l'écriture et à un petit poste de radio. Les choses sont scellées au sol, que ce soit la literie, que ce soit la petite table qui est là, le petit tabouret. D'une part, pour protéger le personnel, hein, puisqu'on peut facilement saisir de quelque chose qui est amovible et s'en servir comme arme par destination. Et puis c'est aussi pour prémunir soit de violence contre le détenu lui-même, soit de détérioration, de destruction dans les quartiers disciplinaires. Ce sont des cellules qui souffrent beaucoup. L'unique sortie de la journée, quelques pas dans cette petite cour ultra sécurisée. Ici, c'est 1h le matin et 1h l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils font ici les détenus? Comme ils le font dans n'importe quelle cour de promenade, ils tournent. Voilà, toujours dans le même sens d'ailleurs, on n'a jamais su pourquoi il fallait tourner dans un sens et pas dans l'autre, mais voilà. Bon, la différence avec une cour de promenade ordinaire, c'est qu'ils sont tout seuls. Là, en fait, vous avez une réaction liée au quartier disciplinaire. Donc là, on a eu, il y a 1 an maintenant, une tentative d'évasion. Et le détenu a réussi, avec un montant de fenêtre de quartier disciplinaire qu'il avait dissimulé, à s'échapper par là et donc à se retrouver sur les toits. Donc je pense qu'il a cherché des endroits où descendre. Et ça a été compliqué, donc il est remonté. Et finalement, on l'a récupéré avec la grande échelle des pompiers. À Écrouves, la plupart des détenus sont en régime ouvert. Ils peuvent se déplacer librement dans les coursives. Les cellules sont ouvertes en journée. En cas de sanction en quartier disciplinaire, le choc est d'autant plus grand. Eric, le chef d'entreprise, vient d'arriver en salle de commission. Il a juste quelques minutes pour consulter les dossiers du jour. 5 détenus vont défiler devant lui. Donc on a sans avocat, on terminera par lui.
Parfois, vous avez une petite appréhension, une petite peur? Oui, parce que parfois, il y a des périodes déprévues qui arrivent en commission de discipline pour des affaires vraiment très graves, de violence, violence même grave. Donc, on ne sait jamais trop comment appréhender. Juger, c'est pas facile. Hein, donner son ressenti aussi. Mais bon. On est une administration, on est un service public. On doit des comptes aussi à la société, puisque c'est au nom de la société que les détenus qui sont là purgent leur peine. Hein. Les condamnations sont prononcées au nom du peuple français. Donc ça me semble assez logique que le peuple français puisse regarder ce qui se passe dans les prisons. Merci. Bonjour, vous êtes monsieur... C'est ça, hein. Le 15 avril à 14h30. J'ai trouvé dans un pot à couvert un couteau en céramique. Manche noire et lame blanche. Alors, je crois qu'on a une photo. Voilà. Alors, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça fait dans votre cellule? Expliquez-nous un peu. Écoute, je suis une personne qui cuisine beaucoup, monsieur. C'est une personne qui est sortie libérable. Il me l'a laissé. On n'a pas besoin d'un couteau en céramique pour cuisiner. En fait, c'est plus facile pour couper la viande de poulet et tout ça. C'est qui ce détenu? C'était... Franchement, monsieur, j'ai du mal à m'en souvenir. Ça date du 15 avril. C'était qui m'avait laissé. Ça aurait permis de porter du crédit ou pas à ce que vous dites. Après, vous savez que c'est interdit, monsieur? Oui, je le sais. Donc je pense que vous vous souvenez aussi du nom du détenu qui vous donne un objet interdit. Quand on vous le remet, ça n'arrive pas tous les jours. Non. Et vous vous souvenez plus qui c'est? Non, franchement... Ça paraît un peu énorme, hein, monsieur. Franchement, Et vous commencez à sourire en plus. Donc non, encore plus je ne énorme. souris pas, je vous le promets. Ça, le sourire, je vous le garantis qu'il n'est pas sur mon visage. Bon, alors vous savez qu'un couteau, ça sert certes à trancher la viande, mais enfin, ça sert aussi à beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on vous l'a saisi, c'est pour ça que c'est interdit. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il y a des couteaux à bourron, et non pas des couteaux qui tranchent, parce que celui-là, il peut faire mal. Hein. Oui, je sais. Je suis d'accord avec vous, mais étant donné que la détention, ils me connaissent tous, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de violent, j'ai jamais agressé un surveillant. Ne serait-ce qu'insulter un surveillant, je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur l'assesseur, sur cette affaire? Juste une, vous avez des soucis en détention avec d'autres détenus? Aucun, j'ai jamais eu de problème depuis que je suis ici. Tout ce que je dis peut être vérifié. Ok, on vous a entendu, monsieur. Comment un couteau de céramique de 17 cm se retrouve dans une cellule? Un couteau en céramique, ça sonne pas au portique. Donc un petit peu comme pour la résine de cannabis, même si on n'est pas du tout dans le même type de produit, les fouilles intégrales sont quand même très limitées par la loi pénitentiaire. La réglementation a changé depuis 2009 sur ces questions. Il y a bien des endroits et bien des moments dans les détentions où les détenus circulent sans qu'il y ait ni de fouille intégrale, ni de fouille par palpation, surtout qu'il faut des motifs pour fouiller quelqu'un. Et vous l'avez entendu, c'est un monsieur qui, a priori, n'a pas de difficulté, a plutôt un bon comportement. C'est pas quelqu'un qu'on cible particulièrement par rapport à d'autres. Selim espère un peu de clémence. Il dit se tenir à carreau depuis qu'il est arrivé ici. Voici maintenant Thomas qui doit sortir dans quelques mois. C'est la première fois qu'il est emprisonné. Le 3 avril à 15h30, lors d'une ronde en détention, écrit le responsable du bâtiment, il dit « J'ai retiré au détenu un téléphone portable Samsung blanc avec sa batterie et sa carte SIM et un kit main libre. » Bon alors expliquez-nous un peu, ce téléphone, il est à qui, il rentre comment, vous en serviez pourquoi? C'est-à-dire la carte SIM c'est à moi bien sûr, le téléphone c'est à un collègue. Et moi le téléphone qu'on servait c'était que pour appeler ma femme et mon enfant, c'était moi avec ça. Pourquoi vous ne servez pas de la cabine normale pour appeler la femme et l'enfant? Parce qu'à l'époque, je travaillais pas et j'avais pas d'argent. C'est vrai, ça? Bah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas très convaincant, hein? On pense la vérité. Bon, aujourd'hui, sur... Les histoires de portable sont les dossiers les plus courants. Tous les matins, il n'y a pas de problème. Mais c'est une faute grave. Avec un téléphone, un détenu peut menacer d'éventuels témoins avant son procès, continuer à gérer ses trafics ou organiser une évasion. On vous libère, on vous rappelle dans 5 minutes après le délibéré. Chaque délibération dure une quinzaine de minutes. Privation de télé ou de sport, corvée de nettoyage, exclusion du travail. Les sanctions dépendent du profil du détenu et de la gravité de sa faute. Dans la cellule d'à côté, Thomas fait les 100 pas. Il est inquiet.
Mais finalement, il s'en sortira avec 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis et 5 heures de travaux d'intérêt général. J'ai joué, j'ai perdu. Vous preniez un risque en ayant ce téléphone Je le sais très bien, comme j'ai expliqué. Moi, j'ai pas le choix d'avoir des nouvelles de ma famille, de ma femme et de mon enfant surtout. Mais comment ça rentre tout ça? Ça rentre par droit, quoi. Voilà. Si on veut du shit, on a du shit. Si on veut du téléphone, on a des téléphones. Qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, c'est normal. Il faut avoir tout ça, quand même. Téléphone pour avoir des nouvelles. Le shit, ça détend, quand même. On en fume un, on est bien. On oublie les soucis. Selim, le détenu au couteau, va lui aussi connaître sa sanction. Monsieur, on vous a sanctionné de 12 jours de cellule disciplinaire, dont 9 avec sursis. On a considéré que c'était relativement grave d'avoir un couteau. Pour nous, c'est totalement invraisemblable d'avoir ça en cellule. Moi, c'est juste une proposition, après ça... Ah mais monsieur, la sanction, elle est déjà prise. Oui, donc mais... maintenant, ce que je vais vous demander de faire, il n'y a pas moyen. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de signer. Et si vous n'êtes pas satisfait de la décision, je vous expliquerai après comment vous pouvez en faire un recours. Je m'en fous, chef, étant donné que je travaille. C'est pas possible de le faire le week-end. Parce que je vois qu'il y a des gens, ils travaillent, ils le font le week-end. Là, on l'a mis à compter d'aujourd'hui. On est déjà extrêmement indulgent, monsieur. Alors on va couper, par contre. Il y a un incendie. Ça, c'est l'autre qui fait le con. Dans le quartier disciplinaire, juste à côté, un autre détenu vient de déclencher l'alarme incendie de sa cellule. Une provocation pour protester contre sa sanction. Ah, il y a quelque chose qui l'a fait brûler, c'est pas possible. Je suis une cigarette, c'est pas possible. Non, c'est pas prendre fou. Mais non, c'est pas prendre fou. Mais non, partez, je vais vous faire. Malgré les cris, Eric est impassible. Il a appris à gérer son stress en cas de tension. C'est impressionnant quand même comme réaction. Oui, enfin, je suis plus trop surpris maintenant parce que je l'ai déjà assisté même à pire parfois. La seule solution qu'ils ont pour eux, c'est de s'exprimer. Ben, c'est par la violence, c'est par les propos, c'est claquer la porte, mettre le feu à la cellule. Vous voyez, malheureusement, ils n'ont que ça comme façon de s'exprimer. Il y a 2 ans, un détenu est mort après avoir mis le feu à son matelas dans le quartier disciplinaire. Selim, le détenu cuisinier, s'apprête à y passer les 3 prochains jours. Nous sommes en pleine canicule. Je m'attendais à prendre que du sursis. Vous trouvez que c'est un peu dur? Franchement, pour une personne qui fait beaucoup d'efforts dans cette prison, qui n'a jamais eu de problème avec personne, on met du mitard, même 3 jours, ça va vous aider. Comment ça va se passer ces 3 jours? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dormir pendant 3 jours. Je dors, je me réveille jeudi matin, allez, descendez-moi. Voilà, c'est comme ça. Hein. Il a pas regardé parce qu'il y a Quelques heures plus tard, Bonjour monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Selim est reçu par le chef de détention. Un entretien systématique pour prévenir les suicides au quartier disciplinaire. La commission discipline donc vous a sanctionné. Comment vous... Ce détenu n'a pas un profil à risque. acceptez. Vous avez 1 heure de promenade minimum par jour. Vous avez droit à un appel téléphonique sur la semaine. Un parloir aussi sur la semaine, donc le week-end au choix, samedi ou dimanche. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi je suis bien. Avec la chaleur, c'est pas trop dur? Ouais, ben la chaleur, elle fait souffrir tout le monde, hein, que ce soit au mitard ou en détention ou même dehors, hein, donc faire avec. Des craintes particulières, non? À 27 ans, Selim a passé presque la moitié de sa vie en prison. Alors vous dites au départ que la sanction est un petit peu... Plus jeune, c'était un habitué du mitard, comme ils disent dans le jargon. On va pas mentir non plus. Ça joue sur la psychologie, le mitard, hein. C'est pas physiquement que ça nous touche, c'est psychologiquement. Hein. Ça peut foutre un moral en l'air. Quand je suis tombé en prison, la première fois que je suis allé au mitard, j'avais 18 ans. Et je vous dis, j'ai souffert. Hein. Quel souvenir vous en avez justement de cette première fois? C'était dur, hein. J'avais 18 ans, j'étais au mitard en plus dans une maison d'arrêt. Elle laissait à la mort, ça veut dire cafard, rat, il y a tout qui dort avec toi. C'est vraiment le mitard à la dure là-bas. Sur 17 mois de détention, j'ai fait 7 mois de mitard plein. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour aller aussi Ouais, souvent? c'était ce que font les jeunes maintenant. Insultes, bagarres, téléphone, shit, un peu de tout. Et vous là, vous dites que c'est la dernière fois alors Moi? Ouais.
En fait, comme j'ai encore un compte rendu d'incident que j'ai pas encore signé et tout, je sais pas. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est une histoire de quoi? Ils m'ont attrapé avec des seringues, des produits stupéfiants, anabolisants et de la testostérone. Ah, quand même? Ouais. C'est sérieux quand même. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous risquez encore du mitard alors? Ouais, je pense. Selon la loi, tous les citoyens peuvent participer aux commissions de discipline. Il suffit de justifier d'un intérêt pour le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Dans le nord de la France, Armelle s'apprête à sauter le pas. Cette maman de 2 petites filles est assistante d'éducation dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Elle va bientôt intervenir dans une prison pour mineurs de 13 à 18 ans. C'est quoi? Je sais pas, c'est une dictée qu'on fait tous les jours. Pourquoi vous décidez d'accomplir cette mission? Enfin, vous pourriez rester tranquille chez vous. Pour vivre une nouvelle expérience, pour découvrir de nouvelles choses et apporter de nouvelles choses aussi. Pourquoi c'est si important Parce que peut-être qu'il y a eu un moment où il y a eu pour ces jeunes une cassure ou un truc que quelqu'un leur a dit et qui se sont dit de toute façon je suis bon à rien. Et si on cherche pourquoi ils sont comme ça, parce que derrière obligatoirement il y a un souci, ils en seraient peut-être pas là aujourd'hui. Le lendemain, Armelle est impatiente de découvrir l'établissement où elle doit exercer. Toute petite déjà, elle passait devant cette autre prison, celle de Maubeuge, en se demandant ce qui pouvait bien se passer derrière ces murs. Je suis souvent passée devant en ayant la curiosité de rentrer dedans pour la visiter, pour voir comment ça se passe dans ce genre de bâtiment où en général le sujet est tabou et que personne ne sait. Ça m'a toujours intriguée. Vous imaginiez ça comment, une prison? Un peu comme dans les films américains, avec plein de barreaux qui s'alignent les uns aux autres, avec les prisonniers dedans, les mains qui dépassent. Vraiment comme les films américains. L'établissement pour mineurs de Kievrechin a été construit il y a moins de 10 ans. Il accueille 60 mineurs, la plupart incarcérés pour vol ou trafic de stupéfiants. Vous n'en verrez aucun. La loi nous interdit de les filmer. Dans le cadre de votre intervention au sein de la commission discipline, vous serez amené à donner... Ce jour-là, le directeur reçoit les nouveaux assesseurs extérieurs de son établissement. Alors moi, je suis Armelle Sand, je suis assistante d'éducation dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Je viens de terminer un Master 2 en droit de l'immobilier et j'ai comme projet professionnel de devenir avocat. La plupart du temps, nous sommes étrangers à la vie qui peut se dérouler dans les établissements pénitentiaires. Tous sont censés porter le regard de la société civile jusque derrière les barreaux. Préciser l'incident. J'attends de la part des assesseurs qu'ils puissent renvoyer à un jeune qui compare en commission de discipline un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément intégrées sur le comportement, sur le savoir-être, au sein de la prison d'une part, mais au final ce qui se joue, c'est également le comportement une fois que le mineur sera sorti de l'établissement. Les insultes et les menaces, ce n'est pas quelque chose qui est admissible au sein de la prison, ça n'est pas non plus à l'extérieur. Ils ne bénéficient d'aucune formation, juste d'une visite, pour les aider à mesurer la portée des sanctions prononcées à l'encontre des détenus. Alors nous sommes sur la cour du quartier disciplinaire. La personne détenue doit pouvoir sortir sur une zone à l'air libre dans le cadre d'une promenade quotidienne. Est-ce que vous imaginiez ça comme ça? Non, pas du tout. J'imaginais ça peut-être plus grand et plus vert. Plus vert? Oui. Avec un peu plus de verdure, oui. Et je pensais pas que ça allait être comme ça pour des mineurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en 45 minutes, ils doivent faire des centaines de fois le tour. Et que ça doit être difficile.
Donc voici une cellule du quartier disciplinaire, il y en a 4 au sein de l'établissement. À partir de 16 ans, un mineur peut rester au maximum 7 jours en cellule disciplinaire, contre 30 pour un adulte. Le lit, la table, le fauteuil. Le jour où il sera décidé de mettre le jeune dans cette cellule, je réfléchirai 10 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est une très très grosse punition, je pense. Tous les détenus vont en classe le matin et l'après-midi. Ils y étudient en petits groupes de 6 élèves. Armelle, qui travaille dans un collège, est surprise de tant de moyens et encore pleine d'espoir. Le fait qu'ils puissent quand même continuer à aller à l'école et puis peut-être pouvoir sortir et se lancer dans un super projet professionnel et s'en sortir, avoir un boulot et pouvoir voir pour l'avenir, c'est bien. Ça, c'est ce que vous espérez pour eux? C'est ce que j'espère, oui. Et vous ne dites pas parfois que vous avez une vision peut-être un peu utopiste des choses? Si, sûrement, mais voilà, si ça peut marcher pour quelques-uns, autant essayer de le faire correctement. La toute première commission d'Armelle s'est bien passée. Alors nous avons aujourd'hui 5 dossiers. 2 bagarres entre détenus, une dégradation de matériel. Pour 4 heures de présence, la jeune femme sera défrayée de 36 €, l'indemnité légale. Au centre de détention d'Écrouves, la commission de discipline poursuit son cours. Nicolas et son avocat attendent la sanction. Le jeune homme de 19 ans a agressé un autre détenu et bousculé un surveillant pour dissimuler quelques grammes de résine de cannabis. C'est un récidiviste. Il sort à peine de 7 jours de quartier disciplinaire pour insultes et menaces. Alors, on vous a sanctionné pour l'ensemble, on a fait une confusion de 20 jours de cellule disciplinaire, dont 12 avec un sursis-tige. On a pris une sanction relativement clémente, puisque je vous rappelle que mettre un coup de poing à un détenu, ça peut aller jusqu'à 30 jours de quartier disciplinaire ferme. C'est clair ou pas? C'est un sursis en fait, j'ai pris 18 heures avec du sursis quoi en vrai, c'est ça en fait. Ça veut dire que vous avez 20 jours au total. Sur ces 20 jours, il y en a 8 que vous faites à l'intérieur du quartier disciplinaire. Vous m'avez remis au QD quoi, je viens de faire une semaine, vous me remettez. C'est ça monsieur, vous avez bien compris. Ok, bon c'est bon, on remet ça. Chine pas, chine. Vous signez pas? Non. Très bien, donc on vous lira vos droits tout à l'heure. Bon, franchement, les petits salauds, vous mettez au mitard, je viens de sortir une semaine de mitard, vous me mettez, fils de pute. Les cigarettes. Faut t'emmener le tabac, surveillant, vite m'en mettre, je vais t'en faire ce que tu t'emmènes. Depuis l'âge de 11 ans, Nicolas a toujours connu la délinquance. Ouais, c'est des gros fils de pute. En plus, c'est le pied, j'ai été clément. C'est un fils de pute. Au bout d'un certain temps, enfin, ce type, c'est bête à dire, mais il va avoir mal aux mains, parce qu'il a tapé comme un âne. Il va les regarder, elles vont être un peu en sang, ils vont se dire ah, enfin, c'est quand même un petit peu idiot, ça sert à rien. Il va se rendre compte qu'on l'a pas sanctionné pour rien, donc il va aussi se remettre en question sur certaines choses. Sur ce détenu-là, je suis pas vraiment inquiet, je pense vraiment qu'il va y avoir un pic qu'on a peut-être déjà passé, et puis ça va descendre assez vite, et c'est quelqu'un avec lequel on pourra discuter dans 4-5 jours. Le jeune détenu se déchaînera pendant de très longues minutes. Aïe aïe aïe, ça c'est la sortie, même Mel Gibson il l'a fait pas. Comme à chaque fois depuis 2 ans, Eric sort de là, très éprouvé. Entre les cris, les insultes, les réactions difficiles et délicates, ça vide quand même. Quand vous les voyez, là, tous ces détenus sur le terrain de sport, il y a beaucoup de jeunes. C'est ça qui m'a marqué, c'est la jeunesse des détenus parfois. On a beau dire, on s'y attend pas et on s'y fait pas de toute façon.
Les sanctions disciplinaires ont-elles un effet sur le comportement des détenus? Les incitent-elles à réfléchir? À Nanterre, Sylvie, l'enseignante à la retraite, se pose souvent la question. Face à elle, Quentin, encore un habitué du quartier disciplinaire. On dit le QD dans le jargon. Cette fois, il comparait pour tapage et chantage auprès d'un surveillant. Alors, le premier surveillant du bâtiment C s'est donc rendu une nouvelle fois auprès de la dite personne détenue qui a tenu ses propos. L'avis de ma mère, si dans 5 minutes il n'y a pas les pompiers, c'est que je suis une salope. Ouais. Ce gradé, je l'aime pas, j'ai jamais parlé avec lui. Que vous l'aimiez pas, je veux bien l'entendre, mais ce que lui dit, c'est faux? Bah ouais. Il ment? Oui. C'est un menteur? Oui, il ment. D'accord. Là, je suis au QD, on m'interdit le feu, je sais pas ce qu'il cherche. Bah, que vous évitez peut-être de mettre le feu. C'est ma 9e peine de QD, j'ai jamais mis le feu. Et pourquoi vous allez souvent au QD comme ça? Parce que je suis fou, tout simplement. Je sais pas quoi vous dire, hein, mais je sais pas, vous m'aimez bien peut-être. Et là, vous êtes incarcéré là, pour cette peine depuis quand? Je suis incarcéré depuis le 3 mars. Vous allez faire quoi quand vous allez sortir de prison, monsieur? Ah bah ça, je sais pas. Je sais pas, vous n'avez pas des idées? La prison, c'est censé réinsérer les détenus, mais ça les... Non, la prison n'est pas là pour réinsérer les détenus. La prison est là pour vous accompagner et vous aider si vous souhaitez vous réinsérer. Ah, si vous ne souhaitez pas vous réinsérer, on ne peut pas faire grand-chose, vous savez. Bah, depuis 2011, je connais Nanterre, il n'y a pas de... Il faudrait faire quoi, alors? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous aider à vous réinsérer? On est enfermé en cellule, c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Ah oui, vous êtes en prison, monsieur. Bah, il n'y a que ça qu'ils sont capables de faire ici. Bien. Quentin est condamné à un 10e séjour au quartier disciplinaire. 14 jours fermes. Ces sanctions répétées retarderont sa remise en liberté. Je te donnais ça le matin. T'en as plus? Au revoir. Au revoir. On va t'en donner, t'inquiète. Vous pensez que ça va marcher? Écoutez, on verra. Si les sanctions disciplinaires qu'on devait prendre ne devaient servir qu'à marcher et à transformer les gens, et si c'était le cas pour la prison, on aurait peut-être moins de détenus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on sait que nos prisons sont très pleines, quoi qu'il en soit, et que tant qu'on n'est pas sur une prise de conscience individuelle, alors c'est un déclic à un moment donné qui se passe dans la tête des gens, déclic sur lequel on n'a pas forcément de prise. L'intérêt, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils sortent avec l'intention de ne pas revenir, mais avec toutes les limites du système qu'on connaît, en tout cas aujourd'hui. Chaque année, dans les prisons françaises, plus de 50 000 sanctions sont prononcées. La moitié sont des séjours en quartier disciplinaire. Expliquez-nous, Séverine, est-ce que tout le monde peut devenir assesseur en prison et quelle est la procédure à suivre? Alors, a priori, oui, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de formation ni de diplôme spécifique. La loi dit juste qu'il faut manifester un intérêt pour le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Alors, en fait, il suffit juste de postuler, d'envoyer une lettre de motivation au tribunal de grande instance. C'est le président du tribunal de grande instance qui va choisir les assesseurs. Il y a juste quand même quelques critères assez évidents, c'est-à-dire pas de casier judiciaire et ne pas avoir dans sa famille un détenu ou un membre de l'administration pénitentiaire. Alors, il faut savoir que cette loi est assez récente. En fait, la loi qui a mis en place les assesseurs date de 2009 et ça existe réellement depuis 2011. Donc, on a très peu de recul et on ne sait pas, par exemple, si depuis que les citoyens assesseurs sont présents en commission de discipline, les sanctions ont changé, si elles sont plus ou moins sévères. Donc, il y aura des études pour le savoir. Alors, Séverine, à part les assesseurs pour ces commissions de discipline, quels sont les autres représentants de la société civile qui peuvent entrer en prison ? Alors, il y a beaucoup de représentants de la société civile qui rentrent en prison. On connaît les visiteurs de prison, ces bénévoles qui viennent en fait soutenir des détenus qui n'ont plus de famille. On connaît aussi les aumôniers qui ont plus un rôle évidemment spirituel auprès des détenus. Après, il y a aussi beaucoup d'établissements pénitentiaires qui essaient de faire venir la culture, faire venir un artiste pour un concert ou un théâtre. Mais effectivement, c'est très compliqué parce que les procédures de sécurité sont très compliquées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté d'ouverture pour deux raisons. La première, d'une part, c'est pour couper court un peu aux préjugés qui peuvent parfois exister sur la vie quotidienne en prison, sur ce qui se passe derrière ces murs. Et d'autre part, parce qu'aujourd'hui, il apparaît évident que pour favoriser la réinsertion et donc éviter la récidive, en fait, il faut entretenir un lien constant entre l'intérieur et l'extérieur. Merci beaucoup, Séverine. Merci. Une question maintenant.
Qui sont les meilleurs élèves du monde? Les jeunes de Shanghai, selon le classement PISA, un programme international qui compare les résultats d'écoliers du monde entier. Et ils sont les meilleurs en tout, en maths, en sciences et en lecture, loin devant les Français par exemple. Quelle est la recette de ce succès? Quelles sont leurs méthodes d'apprentissage? Nous avons poussé les portes de ces écoles, rencontré professeurs et élèves et ausculté cette éducation qui ne vise que l'excellence. Regardez comment Shanghai fabrique une élite prête à conquérir le monde. C'est un reportage de Martin Miski et The Wang. Collège public Ganquan, dans le centre de Shanghai. Comme tous les mardis, classe d'allemand pour ces écoliers chinois de première année, tirés à 4 épingles. Ici, pas de professeur. C'est Han Tao, un élève de 13 ans, qui est aux commandes. Veuillez prendre votre manuel. Un rôle qu'il prend très au sérieux. Page 28. Le plan, les plans, 1, 2, 3. Durant 30 minutes, le collégien mène ses camarades à la baguette. Ça paraît incroyable. Tous travaillent sérieusement, alors qu'aucun adulte ne les encadre. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que le professeur, Monsieur Lui, arrive en cours. Arrêtez-vous et levez-vous. Au total, il ne prendra la parole qu'une vingtaine de minutes. Cette méthode d'enseignement inhabituelle en France est devenue un classique à Shanghai. Son but, enseigner aux élèves la valeur principale de l'éducation à la chinoise, la discipline et surtout l'autodiscipline. Depuis le primaire, ils doivent s'entraîner dans toutes les matières à la discipline. Parce que c'est très important pour les études. Et s'ils ne la respectent pas, ils vont apprendre moins vite. Et c'est dommage. Une méthode fondée sur l'obéissance qui porte ses fruits. D'après le programme international d'évaluation des étudiants, le PISA, les élèves de Shanghai seraient aujourd'hui les meilleurs du monde, très loin devant les Français. Comme Han Tao, ces élèves courent-ils tous vers la réussite? Ça te plaît ce cours? J'adore ça, mais là, il faut que j'aille travailler. Mégalopole de plus de 23 millions d'habitants, Shanghai est devenue la capitale économique de la Chine et une vitrine des ambitions du pays. Public ou privé, ici les écoles ont un objectif, devenir les meilleurs du monde. Dans la patrie de Confucius, où le sens du devoir et de l'effort sont omniprésents, quelles sont les méthodes qu'elles utilisent pour y parvenir? À quoi ressemble le quotidien de ces élèves qui espèrent conquérir les universités du monde entier? Un lycée public dans l'est de Shanghai. L'environnement semble idyllique, avec ses allées au nom d'illustres savants et son jardin zen. Pourtant, la vie d'un étudiant ici est un parcours du combattant. Là, il est 7h05. Ça va être une longue journée? Oh oui, ça va être une longue journée. Minyang, 17 ans, est une élève de première, d'origine modeste. Ce matin, la jeune fille et ses 40 camarades de classe enchaînent 5 cours différents. Les salles sont équipées de matériel pédagogique dernier cri. Le rythme est soutenu, sans réelle pause. En plus de 5 heures, la seule sortie qui sera accordée à Minyang, apporter au pas de course des devoirs d'élèves à l'un de ses professeurs. J'ai que 5 minutes avant le prochain cours.
Seul moment de relaxation, la gymnastique des yeux. 2 minutes de massage au milieu de la matinée pour tenir la cadence. À midi, les étudiants peuvent enfin sortir de leur salle. Tu peux courir? Mais pas question de se reposer pour autant. Mais pourquoi tu cours? Si tu veux des plats délicieux, il faut se dépêcher. Pourquoi, il n'y en a pas assez? Ah non, ils sont limités. Ok, on court. Rapide, Min-young a obtenu son plat préféré. Pourtant, elle ne prendra pas le temps de le déguster. Comme ses camarades, la jeune fille engloutit son repas en 15 minutes. La cause, les devoirs. Le système éducatif de Shanghai repose sur la répétition et les exercices. Très exigeant avec les élèves, les professeurs en imposent une grande quantité. Au minimum 3 heures par jour. Et toujours personne pour les encadrer, les adolescents doivent être autonomes. Durant la semaine, il n'y a pas de questions. Vous devez travailler. Vous n'avez pas le droit d'objecter. Vous devez travailler depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous devez vous coucher. Comme je veux aller dans une des meilleures universités, si je ne travaille pas autant, c'est impossible. C'est une compétition féroce. 17 heures, fin des cours pour Min-young. Pourtant, la journée marathon est loin d'être finie. L'adolescente n'a qu'un court moment de temps libre avant de commencer ses heures d'études obligatoires. Elle en profite pour se rendre à l'English Corner. Salut Lisa. Salut David. Ce lieu est animé par David, un professeur venu d'Angleterre. Tiens, prends du thé si tu veux. Dans cet endroit, les étudiants peuvent se relaxer et discuter entre eux, à condition de parler anglais. Grâce à lui, ils parlent tous très bien cette langue. Mais pour venir ici, les lycéens ont dû faire un choix. Au moins, tu as toujours le temps de venir à l'English Corner. Oui, mais j'ai pas dîné. Moi aussi. Ça c'est mon dîner. En poste depuis quelques années, le professeur est admiratif de ses élèves. Je pense qu'ils travaillent beaucoup et je suis vraiment impressionné par ça. Et les mathématiques qu'ils apprennent ici sont d'un très haut niveau. On a eu des étudiants d'Espagne qui sont venus ici pour voir comment ils étudient et ici, ils apprennent ce que l'on apprend à l'université. Et lorsqu'on lui demande comment les étudiants occidentaux réagiraient à ce traitement, sa réponse est claire. Je pense qu'ils seraient en grève ou qu'ils se rebelleraient. Je ne pense pas qu'ils accepteraient ça. Je ne sais pas, je ne suis pas français, vous l'êtes. Mais je pense que les étudiants occidentaux ne pourraient pas tenir très longtemps. Min-young, elle, tient le coup. Après 11 heures de travail, elle part maintenant faire ses 3 heures d'études obligatoires, jusqu'à 21 heures. Pour avoir le droit de mener cette vie, beaucoup de lycéens ont en plus dû faire de nombreux sacrifices. Plusieurs centaines d'entre eux vivent séparés de leur famille durant la semaine et dorment à l'internat de l'école. Mais pour l'institution, cela n'est encore pas suffisant. Elle n'hésite pas à s'immiscer dans leur vie privée. L'amour, une relation entre un garçon et une fille, c'est interdit. Interdit? Oui, c'est interdit. Oui. Si la relation est annoncée, l'école y mettra un terme. L'arrêtera. Nous sommes coincés dans une cage, comme des oiseaux. Pourtant, malgré ce manque de liberté, les lycéennes justifient ce système. Le pays, dans son ensemble, est plus important qu'un individu.
À l'avenir, notre situation va s'améliorer. On aura plus de richesse et de puissance, plus de liberté. Nous aurons construit le pays que nous espérons. C'est pourquoi nous devons faire maintenant des efforts. On t'encourage. Le patriotisme avant le bonheur personnel et l'espoir que l'avenir sera meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont éteint la lumière. Temps écoulé. Comme tous les soirs à 22 h, extinction des feux. Avant une nouvelle journée de 14 heures de travail. Dès le plus jeune âge, les enfants de Shanghai doivent apprendre à travailler non pas pour eux-mêmes, mais surtout pour la mère patrie. Et ce système ne doit rien au hasard. L'un des hommes qui l'a élaboré il y a une trentaine d'années, c'est Monsieur Wang. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps. Dans cette école, il est accueilli par le directeur. Pour lui, l'éducation des jeunes Chinois est avant tout un moyen de faire rayonner son pays et répond à un idéal patriotique. Pour cela, il a choisi de faire la part belle aux mathématiques et aux sciences, érigées en véritable culte. Vous aimez les sciences? Oui, on aime ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce que c'est amusant. Les sciences permettent d'être civilisé. Si on maîtrise les sciences, on peut tout changer. Et puis n'oubliez pas que les sciences vous mèneront partout. Dans un monde où règnent les nouvelles technologies, Shanghai a donc choisi de miser sur les sciences. L'éducation y est conçue comme un instrument de pouvoir et de développement économique au service du pays. Nous avons réussi à intégrer les sciences dans l'esprit de chaque enfant, afin que la mère patrie devienne plus forte. Oui, je suis d'accord. Et c'est comme ça dans toutes les écoles publiques de la ville. Mais à Shanghai, il n'existe pas qu'un seul système éducatif. Ces dernières années, au pays du communisme, des centaines d'écoles privées ont ouvert leurs portes, profitant du boom économique. Elles aussi visent l'excellence, mais avec d'autres valeurs. La réussite personnelle des enfants est mise en avant, et aussi celle des familles, prêtes à investir beaucoup d'argent pour y parvenir. Une école de musique dans le centre-ville. Ici, une promesse, transformer les enfants en petits Mozart. Bonjour à tous. Ce matin, Qing Xuan, Yibei et Xiao Yu, 3 ans, débutent leur cours de musique avec l'exubérante Ying Ying. Ces enfants suivent ces cours de musique depuis 1 an. À Shanghai, il n'y a pas d'école avant le primaire. Entre 3 et 6 ans, les parents prennent eux-mêmes en main l'éducation de leurs enfants. Pour eux, ces cours sont un moyen de les préparer à leur scolarité. Je pense que ce cours est très utile. Ce professeur, outre le fait de leur enseigner la musique, elle leur apprend également des choses liées à la discipline. Et je pense que c'est très important pour son avenir d'écolier. Prêts à tout pour favoriser leur réussite, ils les soumettent déjà à un programme intensif, sans toujours oser l'admettre. C'est ma fille qui veut. D'ailleurs, elle a un programme chargé. Elle a des cours d'art plastique, des cours de dessin, des cours de musique, des cours de peinture traditionnelle. Et récemment, elle a voulu aussi apprendre à nager. Tout cela, c'est elle qui l'a choisi. Tout au long de leur scolarité, les cours extrascolaires sont devenus une quasi-obligation pour les jeunes Shanghaïens. Dès le primaire, le week-end, les 3/4 des élèves participent à des classes de soutien, dans des espaces souvent minuscules d'à peine 3 mètres carrés, où ils s'entassent avec leurs professeurs. Avec tout ce travail,
Les jeunes ont-ils encore un peu de temps libre? La dernière fois que tu es sorti avec tes copains, c'était quand? Ah, ça fait des années. C'était pendant les vacances d'hiver? Oui. T'as déjà oublié? Au début des vacances. Pendant les vacances d'hiver, ça devait être mi-février. Moi, c'était hier. On est allé voir le film Cendrillon. Et avant? J'ai fait 6 heures d'allemand avant. Shanghai parvient à tirer le meilleur des élèves. Mais cette performance a un coût. Il est humain. Comme l'ont reconnu les autorités en 2014, le suicide des étudiants serait la première cause de mortalité des 15-24 ans. Un tabou chez ces jeunes, qui ont tout de même conscience des excès du système. Que diriez-vous aux étudiants français? Surtout les Français, ne venez pas en Chine. Et pourtant, à Shanghai, il y a déjà beaucoup de petits Français. Plus de 12 000 concitoyens vivent aujourd'hui dans le Paris de l'Est. Et avec tous ces expatriés, venus des 4 coins du monde, le système éducatif commence à évoluer. Une nouvelle pédagogie émerge, inspirée des méthodes occidentales, très loin du modèle traditionnel chinois. On part du bon côté? Garance, 6 ans, fait partie des élèves qui profitent de cette éducation d'un nouveau genre. Son père, Olivier, vit ici depuis 11 ans. Entrepreneur, il s'est installé à Shanghai pour profiter des opportunités de cette ville en constante mutation. Pour sa fille, il a choisi une école alternative, Waikepao. Et mon bisou, mon bisou, bisou. Bonne journée. Fondée en 2007, cette école privée prétend réunir le meilleur de l'enseignement chinois et anglo-saxon, avec un credo, l'épanouissement des enfants. Une petite révolution pour la Chine. Des espaces de détente, du temps dédié aux loisirs, une pédagogie qui séduit les expatriés, mais aussi les Chinois, qui représentent 60% des élèves. Une excellence au prix élevé, 1 500 € par mois. Ce matin, cours de chinois pour Garance. Affiché. Parfait. Modifié. Très bien. Protégé. Il faut bien prononcer. Le programme est le même que dans les écoles publiques. Mais avec seulement 20 élèves par classe, la maîtresse a pu mettre en place une méthode d'enseignement radicalement différente. Nous avons un système d'éducation centré sur les élèves. On considère leurs besoins. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne fait pas qu'apprendre le programme scolaire, mais on change aussi un peu le programme scolaire pour satisfaire à la spécificité de l'école et des enfants. Et la technique fonctionne. Garance, inscrite depuis le début de l'année, est déjà polyglotte. Tu parles quelle langue? À Shanghai, l'éducation à l'occidentale, plus respectueuse de la personnalité des étudiants, commence donc à séduire les Chinois. Et certaines écoles vont encore plus loin. Elles proposent des formations pour permettre aux étudiants chinois de conquérir les meilleures universités étrangères. Lycée privé Shanghai Guanghua. Prêt? Ben, 17 ans, est un jeune prodige des échecs. Queen. Je t'ai encore battu. Depuis la rentrée, il a intégré ce lycée privé d'un nouveau genre. Moyennant 17 000 € par an, cet établissement enseigne les cours du programme scolaire anglais, en lieu et place du programme chinois. Objectif, former les étudiants au système éducatif de l'Ouest afin de leur permettre d'entrer et d'exceller dans les meilleures universités du monde, comme Harvard ou Yale. Pour y parvenir, l'école emploie des professeurs occidentaux. Ces derniers font découvrir aux élèves des matières inexistantes dans le système public chinois, comme les travaux pratiques de chimie. Un choc culturel. Hey, j'ai réussi à avoir un résultat rose, juste comme ce qui était demandé.
Tu as l'air content. Oui, c'est la première fois que je réussis cette expérience. S'il se plie à ce changement de méthode, c'est pour préparer l'avenir. Ça me prépare vraiment pour mon aventure aux États-Unis. C'est ce que les universités attendent. Vous devez être indépendant et avoir une approche critique de ce que vous lisez et des connaissances que vous apprenez. Et je crois que c'est une qualité que tous les étudiants devraient avoir. Grâce à cet enseignement, Ben devrait réussir à entrer au prestigieux MIT à Boston. Étudier dans cet établissement est son rêve depuis qu'il a 11 ans. Là-bas, il pourra faire partie de l'élite des ingénieurs en informatique. Mais ce n'est pas la seule raison qui le pousse à vouloir s'expatrier. En Chine, certaines des voix sont censurées et vous ne pouvez pas les entendre. Je veux les entendre car je veux savoir comment le monde est réellement. Je sais qu'il ne correspond pas à ce qu'on regarde à la télé ou à la radio ici. Et je ne veux pas qu'on me dise comment le monde est. Je veux le découvrir moi-même. Pour poursuivre son rêve et celui de ses parents, Ben se rend à un salon organisé par les universités américaines pour recruter les élèves de la ville. Mais contrairement aux autres étudiants, il a mis au point une stratégie pour se faire remarquer. Il ne vient pas ici pour postuler, mais au contraire pour travailler bénévolement comme traducteur pour l'une de ces universités. C'est quand le recrutement ? Quand ? Ça dépend du programme. Les membres de la commission d'intégration pensent que c'est important d'avoir beaucoup d'expérience de bénévolat. Depuis quelques années, ces événements sont devenus fréquents à Shanghai. La réputation des élèves et celle des parents, prêts à tous les sacrifices, attire ces écoles aux frais de scolarité élevés, près de 40 000 € annuels. Mais une autre raison explique leur présence. La Chine a un rôle important dans les affaires avec les États-Unis. Et donc les étudiants américains doivent mieux connaître les Chinois pour mieux comprendre leur culture et pour qu'à l'avenir, nous puissions faire de meilleures affaires ensemble. La renommée des étudiants de Shanghai a permis à la ville de rayonner partout dans le monde. On les retrouve aujourd'hui sur les bancs des meilleures écoles, comme en France, à Polytechnique. Dans l'amphithéâtre, la future élite des ingénieurs hexagonaux. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens D de F en alpha de T, alpha prime de T, ça pris en T égale 0. Parmi eux, Yixin, une Shanghaïenne. Arrivée en France, elle a intégré sans difficulté cette grande école après une classe préparatoire. Un succès qui n'a pas étonné la jeune fille. Quand je suis arrivée en France, j'ai pu constater que j'ai eu beaucoup d'avance par rapport à mes camarades françaises grâce à mes études secondaires à Shanghai. Un petit exemple sur les formules trigonométriques. Nous, on a fait en collège, alors qu'en prépa, les élèves français, ils ne savent pas le faire et puis ils ont trouvé que c'est très difficile de les trouver. C'est vraiment une montagne pour eux pour connaître toutes ces formules, alors que pour nous, c'était vraiment facile. Une supériorité indéniable en mathématiques. Pourtant, elle s'aperçoit rapidement que l'éducation qu'elle a reçue dans l'enseignement public chinois comporte des lacunes. À Shanghai, je ne travaille pas du tout en cours d'histoire, par exemple, parce qu'au bac, on n'a pas d'époque de l'histoire, donc on passait tout notre temps à travailler dans les domaines scientifiques. Et du coup, quand je suis arrivée en France, tous les gens autour de moi connaissaient beaucoup de choses sur l'histoire, sur le monde, sur la politique. Et moi, je connaissais rien. J'ai l'impression d'être assez inculte par rapport à mes camarades français. Je suis pas sûr que ce soit formidable. Grâce à ses études à Polytechnique, Yixin a également découvert les joies de la vie étudiante française.
comme ces moments de détente entre amis sur le campus ou les activités associatives. Une expérience enrichissante qui a changé sa vision de l'avenir. J'aimerais soit rester en France, soit partir dans un autre pays, mais pas retourner en Chine. Si je retourne en Chine, j'aurais un décalage avec la culture chinoise. Parce qu'en France, j'ai vécu tellement de choses qui m'a tellement changé que je suis plus dans le même état d'esprit que quand j'étais en Chine. Pur produit de l'éducation patriotique à la chinoise, Yixin semble donc avoir cédé au charme de l'art de vivre à la française. Preuve que malgré ses défauts, le système éducatif français garde encore quelques atouts. Quelques nouvelles maintenant. Ben, l'adolescent qui rêvait d'intégrer les meilleures écoles du monde, passera un entretien en décembre en Angleterre pour intégrer peut-être la fameuse université d'Oxford. Yixin poursuit sa scolarité à l'école polytechnique. Elle se destine à une carrière dans la cryptologie pour sécuriser les courriers numériques. Mingyang, la jeune lycéenne au rythme effréné, révise toujours aussi dur en vue du Gaokao, le baccalauréat chinois. Son objectif, être admise à l'université de New York, basée à Shanghai, une porte d'entrée pour une future vie aux USA. Et enfin, le prochain classement PISA sera révélé le 6 décembre 2016. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Pour rester en contact avec nous, vous connaissez notre adresse france2.fr. Vous pouvez voir ou revoir les reportages de ce soir et nous envoyer vos remarques et vos commentaires. Pas d'envoyé spécial jeudi prochain. L'émission politique de France 2, des paroles et des actes, reçoit Marine Le Pen. Notre autre rendez-vous dans quelques jours, Guylaine. Oui, samedi à 14h, c'est Mon envoyé spécial, l'émission dont vous êtes les rédacteurs en chef. Cette semaine, votre choix s'est porté sur les arnaques à domicile. Plomberie, électricité, serrurerie. En 3 ans, les plaintes ont augmenté de 35%. Nous avons enquêté. La soirée d'information continue. Les équipes de complément d'enquête vous proposent une émission sur les attentats. Peut-on éviter la psychose? Bonne fin de soirée sur notre chaîne. Nicolas Poincaré, c'est à vous.